Boker Tov Rabotai, le Gimel Tevet, c'est le jour de la Eloula de notre maître Rabbi Yaakov Cohen Gdisha, qui était à Bedin à Djerba. On va essayer de raconter quelques anecdotes sur sa vie. Et Bémet, quand j'ai lu un petit peu dans le livre Migdoli Israël de notre maître Rabbi Meir Mazouz Shalita, alors j'ai dit vraiment, il y a quelques traits de la vie de ce Rav, de Rabbi Yaakov Cohen Gdisha, qui sont vraiment liés avec tout ce qu'on a dit sur la période de Hanouka. Là, on est le lendemain de Hanouka. Alors, lui, il est né à Djerba et il était donc le Dayan après Rabbi Shashia Cohen. Rabbi Shashia Cohen aussi, il était très connu à Djerba. On dit que Moreno Harav, Rabbi Yaakov Cohen, déjà dès qu'il était jeune, il était connu par sa grande intelligence. Et tout le monde voyait en lui quelqu'un qui va briller dans l'étude de la Torah. Même, on sait que à Djerba, en Tunisie, il y avait un grand contact entre les habitants, entre les juifs et les non-juifs. Il y avait un très grand respect. Et beaucoup de fois, il y a eu énormément d'anecdotes qui se sont déroulées où les habitants de la ville, ils ont vu ce petit jeune, ils ont dit à son père, ils lui ont dit, écoute, ton fils, il sera quelqu'un de très grand. Comme ça, on disait, Baruch Hashem. Et ça, beaucoup de fois, il y a des enfants, quand on leur dit ce titre-là, il y a certains, ils sont un peu gênés, mais beaucoup de fois, alors ils ont une certaine simha. Un grand rab, c'est pas rien à la bataille. Pourquoi? Parce qu'ils voient l'image. Ils ont vu d'autres rabbanim, comment ils sont, leur doucha, leur sainteté. Donc ça leur donne un certain envie et espoir que Bezat Hashem, ils arriveront un jour à être comme ces rabbanim-là. Alors on raconte sur lui, quand il était petit, il était Talmud Torah. On appelait ça le Ma'allam. Ma'allam, on apprenait là-bas. Et son grand-père, ce jour-là, il avait des invités qui devaient venir à la maison. Et bon, on imagine, tu as des invités, il y a beaucoup de courses à faire. Il a dit à son petit-fils, donc Yaakov en question, il lui a dit, écoute, est-ce que tu peux aller au chouk, acheter certaines choses, un peu de légumes. Et quand lui, il avançait, il est parti au marché, et Rabbi Shashia Cohen, il a vu. Et qu'est-ce que tu fais, mon fils, ici? C'est pas l'heure de Talmud Torah. Normalement, tu es censé être en classe maintenant pour étudier. Il lui a dit, Rabbi, mon grand-père, alors aujourd'hui il est très occupé, il va recevoir des invités à la maison, il m'a dit, est-ce que tu peux faire quelques courses et après tu vas étudier? Il a dit, passe-moi ton qafa, passe-moi ton koufin, et moi je m'en occupe. Qu'est-ce que tu as besoin? Donne-moi la liste des produits qu'il t'a demandé, et toi va étudier. La prochaine fois, je te vois à cette heure-ci traîner dans les rues, il appelle ça, il est au sourd, traîner dans les rues. Alors, je te punirai. C'est le Abedin qui parle. Bon, très bien, il est parti. Le Rav, il a fait les courses, il va à la maison de monsieur, donc le grand-père, et il dit à la femme, voilà, j'ai fait les courses que ton mari, il demande, quoi? Rabbi le Dayan, il fait les courses. Elle n'a rien dit, la pauvre, quand elle va discuter avec le Rav. Elle a pris, et elle a eu très honte, et elle attendait avec impatience quand est-ce que son mari va arriver. Quand son mari est arrivé, il a dit, Shamal, qu'est-ce que tu as fait? Tu as envoyé le Dayan, le Abedin, tu l'as envoyé pour faire les courses à la maison. On dit, quel rapport? Moi, j'ai envoyé, pas du tout. Et alors, c'est lui qui m'a amené le koufin et tout. Il est parti le voir. Il dit, Rabbi, c'est quoi cette histoire-là? Il dit, quoi, c'est quoi cette histoire? C'est toi que c'est quoi cette histoire? Et qu'est-ce qu'il y a? Il dit, ben, j'ai vu ton petit-fils, il était dans le marché pour faire les courses pour... Il dit, oui, ben, il dit, Esma, prochaine fois, il ne faut plus refaire cette chose-là, tu sais pas. C'est marqué En mevatlin Talmud Torah. On n'annule pas l'étude de la Torah, même pour la course des enfants, même pour la construction du Beth Amikdash. Et toi, tu envoies le petit pour faire ça. Si tu as besoin, envoie-moi l'autre pour lui faire honte un peu. Pas honte, c'est-à-dire pour lui faire le reprocher. Mehila Rabbi, Mehila, c'est fini. Alors c'est vraiment, je reste sans manger et je n'envoie pas l'enfant. Pour dire quoi, la bataille? Déjà, on voit comment les rabbanim, ils mettaient en valeur l'étude de la Torah. Bah, vous, des fois, on voit aujourd'hui. L'enfant, il a un cours de Torah, il y a un match, la finale du Coupe du Monde, ou je ne sais pas où. Ah oui, oui, aujourd'hui on ne peut pas aller parce qu'il y a un match, ou je ne sais pas, il y a... Non, l'humour de la Torah des enfants, ça passe avant tout. Et ça reste gravé dans la tête de l'enfant. Et l'enfant, il grandit avec ça. Ça, c'était
quand il était jeune. Alors regardez, alors lui, il était plongé dans l'imoud Torah. On raconte sur lui qu'un jour, il était en train d'étudier la Gemara. Il avait vu que celui qui profite de quelque chose de Kodesh, quelque chose de saint, par exemple même de la synagogue, on parlait là-bas du Beth Amikdash, celui qui profitait donc de l'argent du Beth Amikdash, alors s'il fait les moël, donc c'est un grand issour. Et lui, il s'est rappelé quand il était petit, il avait envie d'étudier. Et à l'époque, la pauvreté, elle était très très forte. Et il voulait étudier le soir, mais il n'y avait pas la lumière. Ils avaient besoin d'huile pour allumer un petit qandil pour étudier. Et on sait à la synagogue, il y a toujours le qnadl, donc on allumait pour les tzadikim. Alors certains, ils disaient, il a pris un peu d'huile, donc on utilisait pour le qnadl. Certains, ils disaient, il y avait la coupa de la tzedaka, la tirelire de la tzedaka, de bimir ba'alané, il a pris quelques pièces pour acheter de l'huile pour pouvoir étudier. Et quand il a vu ça, il s'est rappelé de cette histoire. Alors il y a beaucoup de regrets. Il a dit, comment je vais faire? Je ne sais pas combien j'ai pris et comment je veux rattraper la faute que j'ai faite. Il a écrit un livre entier, un commentaire sur Masechet Me'ila. Et vraiment un livre bien épais, bien développé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Pour rattraper donc la faute qu'il avait fait sans faire attention. Combien Rabotai, ça aussi, c'est un moussar askel pour nous. Combien on doit faire attention à l'argent de la synagogue. Bien sûr, Baruch Hashem, la synagogue, elle a sur tout ce que les fidèles ont besoin. Et même, la synagogue doit tout faire pour que les gens ils ont envie de venir à la synagogue, mais toujours ce qu'on appelle le rechouch, le bien de la synagogue. Donc faire très attention qu'il soit bien respecté et bien protégé. Moreno Arav Rabbi Khalfoun, on raconte sur lui que quand il faisait des drashot, il ne racontait pas des histoires. Pourquoi? Il dit parce que moi j'ai peur, quand je vais raconter des histoires, je vais modifier. Souvent quand on raconte une histoire, surtout qu'on veut intéresser le public, Hazve Shalom, on ne change pas le fond de l'histoire, mais des fois on rajoute des petites choses, chacun à sa manière. C'est pour ça que des fois on écoute une histoire d'un rave, et après on écoute la même chez un autre, donc on l'écoute à nouveau, on a envie de l'écouter. Pourquoi? Parce que ça dépend de la manière comment on te l'a transmise. Rabbi Khalfoun, lui, jamais il voulait raconter des histoires si ce n'est pas du texte. Il prenait le texte, il lisait, il expliquait. Pourquoi? Pour ne pas modifier. Quand il parlait de Rabbi Yaakov Gdisha, il dit que c'était quelqu'un tellement kadosh, comment il était plongé dans l'imoud Torah. Alors il dit que lui, il avait beaucoup de problèmes de santé, surtout des problèmes de respiration. Il dit malgré les difficultés qu'il avait, alors il oubliait ses problèmes, il était tout le temps plongé dans l'imoud Torah. Il y avait une fois, ils ont fait un décret, parce qu'on sait que la majorité des juifs en Tunisie, surtout au sud, c'était des bijoutiers. Et eux, ils travaillaient dans le Hara. On sait c'est quoi le Hara, c'est le quartier juif. Il y a le souk, la ville, et il y avait le Hara. Et les juifs, ils travaillaient dans le Hara. Et après, quand ils avaient donc des affaires dans le souk, ils allaient voir leurs clients. Et ils avaient fait un décret que les juifs n'ont plus le droit de travailler dans le Hara, ils doivent aller travailler dans le souk. Et ça, c'était quelque chose de très difficile. Ça dérangeait donc les habitants, surtout que Baruch Hashem avant, les commerçants, ils étaient tous. Donc il allait à la ciné prier, même aujourd'hui prier. Mais il restait étudier la Torah. Donc s'ils vont aller jusqu'au souk, ils vont perdre un peu de temps. Et ça les dérange, ils voulaient être tranquilles. Et en plus, à savoir, louer une boutique et tout. Et alors ils ont demandé à Rabbi Yaakov Gdisha s'il pouvait lui aller à Tunis et demander au gouverneur qu'il annule cette gzera. Et lui il devait partir samedi soir. Alors Rabbi Khalfoun il racontait, ils étudiaient ensemble le Shabbat. Il dit quand le Rav ils étudiaient, on ne dirait pas du tout qu'il avait ce souci qu'après Shabbat il va voyager et qu'il va aller voir le gouverneur. Voir un gouverneur, c'est pas quelque chose de facile. En général, nous, quand on a quelque chose en tête, oh là là, je peux pas, attends, j'arrive pas à réfléchir, je suis pas concentré. Alors que le Rav, quand l'imoud Torah, c'est l'imoud Torah, rien ne le touche. Il raconte, il dit sur lui comment c'était, bien sûr la journée c'était dans l'étude, mais le soir, il dormait un peu tôt, il se levait. Après Hatzot Laïla, il faisait Tirkon Hatzot, après il étudiait jusqu'au petit matin, et il avait un esprit très clair pour avancer et étudier dans le l'imoud Torah. Une des histoires qui a énormément fait de bruit
à Djerba, c'était l'histoire de l'alliance israélite. Alors, je ne sais pas, bon, beaucoup, on en a tous entendu parler du ravage qu'ils avaient fait, qu'elle a fait l'alliance israélite dans tout le Maghreb, en Algérie, au Maroc, et même en Tunisie, à Tunis. Vous savez que Tunis, c'était connu, il y avait énormément des rabbinim. On avait raconté avec Maran Haïda, quand il était venu à l'époque de Rabbi Haïta ibn Omed, des rabbinim, tout le monde était dans les mots de la Torah, il y avait beaucoup de Talmud et Hachamim. L'alliance israélite, quand elle est venue, soi-disant, ils voulaient apprendre aux enfants donc, de la ville, donc, ce qu'ils appelaient le français, et Hachem Mishmon, petit à petit, ils ont enlevé tout le Kodesh qu'il y avait sur place, ils ont laissé même pas 1 heure d'étude de la Torah, et dans l'heure, il y avait aussi les prières. Et Hachem Mishmon sait très bien après comment ça s'est dégringolé, et la Torah allait disparaître. C'est ce qu'on a vu avec Hanouka, les Yevanim, les Ashkeham Toratecha, chez Mishmor. Alors eux, ils sont descendus aussi à Djerba. Quand ils sont arrivés à Djerba, donc il y avait le chef, il est arrivé, on a réuni toute la ville. Et lui, il a commencé à parler, à leur expliquer que vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans un monde moderne et les enfants ne peuvent pas se suffire d'étudier seulement la Torah, ils ont besoin d'apprendre ce qu'on appelle le français, soi-disant écrire, et c'est tout, et parler, et pas plus. Les rabbinim de Djerba, ils ont vu ce qui s'est passé à Tunis, ils ont eu très peur de ça. Ils ont dit, si ils vont pénétrer chez nous à Djerba, alors allez-nous, tout va disparaître. Ils se sont opposés à ça. Alors ils avaient fait une grande réunion, il y avait tout le monde qui était là. Donc le chef, il a parlé, il a dit, voilà, nous on vient, on est là pour vous aider, et on va mettre en place donc cette école-là, et vous allez voir l'avenir de vos enfants et tout. Alors on a demandé à Rabbi Yaakov Gdisha, on lui a dit, alors qu'est-ce que vous dites de la belle proposition qui vient de nous proposer ce généreux? Alors Rabbi Yaakov Gdisha, il s'adresse à ce représentant, il lui dit, écoute, dites-moi, combien vous voulez qu'on vous donne d'argent pour que vous n'installez pas cette école chez nous à Djerba? On ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. On sait ce qui va se passer derrière. Alors on a demandé on va dire des Gazbarim, le président de la communauté. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il dit l'Orab, ce qu'il dit ce représentant? Il a dit quoi, vous voulez nous donner de l'argent pour cette école? Ben moi, avec, vous savez, les gens même avant, même ils avaient de l'argent, ils étaient très modestes. Moi, avec tout l'argent que j'ai, je peux acheter toutes les institutions que vous avez, vous, l'Alliance israélite, là où vous êtes. Et je ne sais pas écrire en français. Vous croyez avec votre français qu'on va avoir notre parnassa, on n'a pas besoin de votre français. Allez, rentrez chez vous. On a demandé à Arbe Menachem Mazouz, le grand-père de Rushiva, Arbe Mazouz. Il dit, et toi, qu'est-ce que tu penses? On a dit, bon, lui, peut-être c'est un homme, on va dire, plus raisonnable. Il leur a dit, c'est vrai, la proposition, elle est pas mal, mais la vérité, on a vu toutes les catastrophes, ils ont eu lieu ailleurs, à Tunis ou dans d'autres pays. On a très peur de ça. Ça ne nous intéresse pas, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre proposition. Vous pouvez partir, on va se débrouiller tout seul. Ça, Rabotai, c'était les rabbinim de l'époque. C'est qu'ils voyaient loin. C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit exactement la même chose, mais peut-être sur un plan différent. Mais des fois, on s'oublie. On pense, oui, pourquoi pas, on a besoin. C'est vrai, l'homme, il faut qu'il soit haram. Et surtout, les responsables communautaires, ils ont besoin d'avoir des yeux ouverts pour comprendre un petit peu la vie de la communauté, mais faire très attention. Même si des fois, on a besoin de faire certaines ouvertures, mais si, hasbisham, ces ouvertures, ils vont gâcher la vie donc de la communauté, ou bien ils vont tourner la tête de la communauté, Rabotai, il faut être homed bekoah. C'est ce qui s'est passé avec les Vanim. Ils étaient, voilà comment on dit, ils ont vu ce que, avec plutôt la Hashmonaïm contre les Vanim. C'était pas facile. Ils sont arrivés au point, hasbisham dit, si vous laissez pas tomber votre Torah, vous ne suivez pas, on est prêt à vous tuer. Ils ont dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Nous, hasbi shalom, on veut pas tuer notre âme. Et là, Rabotai, encore une fois, quand on lit un peu ces histoires des Gdolim, comment ils étaient, comment ils ont grandi, comment ils ont avancé, c'est un grand message pour nous, que ce soit au niveau de l'éducation de nos enfants. On a vu l'histoire avec Rabbi Shashe Cohen. Dit quoi? Un enfant, il doit étudier, il faut qu'il soit plongé dans les mots de la Torah. La Imuna, même que des fois, alors allez, on a des petits problèmes, mais il faut savoir, Bitahom Nakadosh Baruch Hu.
étudie, fais le nécessaire, fais le mitzvot, et Akadosh Baruch Hu, il aide. C'est vrai, comme on dit, Adam Na'amal Yulad, il y a toujours des difficultés dans la vie, mais des fois c'est des tests qu'Hachem qui nous fait. Est-ce qu'on met notre émouna, notre bitahon à Akadosh Baruch Hu ou pas? Et surtout, Rabotai, problème d'assimilation. Donc l'entourage, c'est vrai qu'on vit dans un monde très perturbé, et des fois on est tenté à faire comme tout le monde. On ne nous dit pas d'être complètement séparés des autres. Bon, il y a des poids et des mesures, mais il faut savoir aussi une grande vigilance au niveau de l'éducation de nos enfants et même de nous-mêmes. Même des fois, on est grand, on est influencé par l'extérieur, après, on peut tout rater. Et bien, que le sroud de ces tzadikim-là soit une lumière pour nous, qu'on puisse, avancer dans Avodat Hashem, et surtout réussir dans l'éducation de nos enfants. Amen. Ken Yeher Rasson.